L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Valérie Pécresse, nous allons parler donc, d'abord bonjour, bienvenue, Bonjour. comme je le disais tout à l'heure. Nous allons parler évidemment du chômage, du rapport gallois, du budget en Île-de-France, enfin de tous les sujets politiques qui nous motivent. Mais je suppose que ce matin, la lecture de Libération et des autres journaux, enfin Libé, c'est vrai que c'est le journal qui historiquement soutient la gauche, a dû vous enchanter. On n'est jamais enchanté quand la France est perdante. Héros en flagrant délit d'amateurisme, point d'interrogation, et on le voit donc... Oui, ben c'est vrai qu'on vient de vivre hier encore une étape supplémentaire dans la série Les Amateurs. Et c'était même plus que ça, parce que c'est un manque de respect pour les institutions de la République. Ne pas respecter le Conseil constitutionnel, laisser entendre que le gouvernement prendrait les décisions à sa place, c'était une faute de la part de Jean-Marc Ayrault. Mais je ne me réjouis pas quand le gouvernement, j'allais dire, se ridiculise, parce que je crois qu'au fond, ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est qu'il y ait un gouvernement à la hauteur de la gravité de la situation. Ils sont là pour 5 ans, donc de toute façon, il ne peut pas y avoir, ou on ne peut pas envisager une dissolution. Donc c'est-à-dire que comment gérer une situation où d'un côté, vous venez de perdre, et de l'autre côté, eux viennent de gagner, mais ils sont déjà, pour une partie de l'opinion, décrédibilisés. C'est pas très bon pour la vie politique. Non, mais l'opposition a un devoir, celui de convaincre et, j'allais dire, d'influencer la politique du gouvernement. Et je crois qu'il faut qu'on assume ce rôle. Il faut qu'on l'assume en matière de compétitivité. En matière de compétitivité. C'est quoi, les pousser à prendre les décisions? Bien entendu, les pousser avec la force de l'opinion. La France n'attendra pas 5 ans un choc de compétitivité, on le sait. Moi, j'accuse le gouvernement, par pur sectarisme, d'avoir supprimé la TVA anti-délocalisation que j'avais fait voter, que Nicolas Sarkozy avait voulu faire voter à la fin de son quinquennat. C'est par pur sectarisme, on le voit aujourd'hui, puisque le rapport gallois nous dit il y a un problème de coût du travail. Ce problème de coût du travail, c'est les charges sur les salaires. Ces charges, il faut les enlever et il faut les mettre sur d'autres impôts, notamment la TVA. Donc on a un rapport fait par un homme de gauche, d'une grande expérience, qui va nous dire, en fait, la politique de Nicolas Sarkozy était la bonne et vous l'avez détricotée uniquement par idéologie et par sectarisme. Notamment dans le rapport gallois, c'est ce que nous annonce le Parisien aujourd'hui, il y aurait toute une partie sur les 35 heures, il faudrait supprimer les 35 heures. Pourquoi ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait, François Hollande le ferait aujourd'hui? Mais parce que la situation s'est aggravée, elle continue à s'aggraver. Bon, d'abord, soyons clairs, il y a tout lieu de craindre une censure du rapport gallois. Une censure ou un enterrement. Parce que si le rapport gallois dit bien ce que le Parisien lui fait dire, c'est-à-dire que les 35 heures sont un problème pour la France, vous imaginez que c'est tout le logiciel socialiste qui est ébranlé. Parce qu'ils ont passé 5 ans à nous expliquer qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail et qu'il n'y avait pas de problème avec l'Élysée a déjà dit d'ailleurs qu'il ne suivrait pas travail. cette recommandation concernant les 35 heures. Non mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ce rapport n'a pas été rendu, qu'il est déjà censuré, enterré, nié. Bon, moi je serais Louis Gallois, je serais un peu furieux. Oui, sur l'histoire des 35 heures, je reviens un petit peu sur ma question. Nicolas Sarkozy n'y a pas touché. Ah bah si, au contraire. Nous avions... Vous n'avez pas supprimé la loi, vous avez peut-être fait quelques modifications, mais vous n'avez pas abrogé les 35 heures. Nous avons fait quelque chose qui était très habile. C'était de défiscaliser les heures supplémentaires pour permettre aux Français de travailler plus et de gagner plus. Qu'est-ce que ça a fait concrètement? Concrètement, aujourd'hui, les Français travaillent 39 heures en moyenne. Donc nous avons mis à bas les 35 heures, en tout cas dans la vie quotidienne des Français. Maintenant, le sujet, c'est le coût du travail et la compétitivité de l'économie française, mais aussi de la sphère publique. Et ça, François Fillon le dit, j'allais dire de manière assez objective. Nous devons aller plus loin, nous devons désormais abroger les 35 heures et que le temps de travail puisse être négocié dans l'entreprise. Mais justement, ce soir, dans le débat qui va mettre face à face Jean-François Copé et François Fillon, est-ce qu'ils vont s'expliquer entre eux? Il y a déjà beaucoup de gens qui considèrent que tout ça manque de duel, manque de sel, non pas pour des raisons de spectacle, mais pour des raisons de clarification. Ou est-ce que justement, puisque vous soutenez François Fillon, l'émission de ce soir, il va l'utiliser sur le droit de vote des étrangers, sur le mariage gay, sur le rapport gallois, pour contester la politique du gouvernement? Au fond, il va s'adresser à Copé ou il va s'adresser à Hollande ce soir? Il va s'adresser aux Français. Parce que ce soir, dans ce débat, à la télévision, c'est quel est le visage de la droite française aujourd'hui? Qu'est-ce que la droite française a à proposer? En quoi est-elle plus crédible que le gouvernement pour gouverner la France? Qu'est-ce qu'elle
qu'est-ce qu'elle a comme vision. Et c'est ça qui va être l'armature du débat. Moi, je souhaite que ce débat il soit serein. Je souhaite pas que ce débat oppose des personnes. Tout est fait pour, parce que visiblement, ça va pas... Mais tant mieux, parce que vous savez que l'enjeu de ce débat, c'est d'abord de faire participer un maximum de militants à cette campagne pour que l'UMP reparte, j'allais dire, au combat pour la reconquête. Donc c'est la participation. Il faut convaincre les militants d'aller voter. Et le deuxième enjeu, c'est de convaincre le maximum de Français que l'engagement politique, et notamment à droite, est une force et est un enjeu majeur aujourd'hui. Venez militer avec nous. Vous diriez qu'il y a deux droites, la droite Copé, la droite Fillon, une droite dure, une droite un petit peu moins dure, pour ne pas employer le mot molle? Non, mais il y a des nuances entre eux qui s'exprimeront dans ce débat, mais de toutes les façons, l'UMP a intérêt à présenter aussi plusieurs visages. On ne va pas être plus bête que les socialistes. Les socialistes, dans la primaire qu'ils ont organisée avant la présidentielle, ont eu l'intelligence de montrer plusieurs visages, et ça permet de rassembler plus large. Mais ils ont des différences idéologiques. La grande question qu'on se pose avec Mickaël, et d'ailleurs tous les intervieweurs et tous les journalistes depuis le début, c'est quelle est fondamentalement la différence entre François Fillon et Jean-François Copé sur le plan idéologique? Oh, je pense que tout est dans la nuance. Ils appartiennent à la même famille politique. Tout est dans la nuance. Mais le positionnement politique de François Fillon le met dans une position d'être beaucoup plus rassembleur. Il a voté non à Maastricht, il est européen. Il a été élu des terroirs, il a défendu les territoires, il est élu de Paris. Il a un profil de rassembleur. Il peut à la fois aller récupérer les électeurs qui sont partis voter FN et garder ou récupérer les électeurs qui se sont abstenus ou qui ont voté Hollande. Donc il couvre un spectre beaucoup plus large. Il peut amener les centristes et amener est-ce la que, droite par exemple, populaire. ce soir, il pourrait parler d'une éventuelle candidature au présidentiel, puisque on a lu ce matin dans les journaux, Carla Bruni dit que le retour de Nicolas Sarkozy était improbable. Est-ce qu'il va falloir, pour marquer sa différence, qu'il dise, contrairement à Copé, qui laisse la porte ouverte à un retour de Nicolas Sarkozy, eh bien, pour moi, non pas elle est fermée, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. On va l'attendre quand même sur ce... Le sujet pour l'UMP et pour les militants de l'UMP, à mon sens, c'est de désigner à la tête du parti celui qui peut nous faire gagner. Celui qui peut nous faire gagner toutes les élections à venir. Donc les présidentielles. Pas seulement les présidentielles. Mais maintenant, on est dans ce système-là. Non, mais attendez, on est en 2012. Donc soyons quand même lucides. La prochaine élection, c'est les municipales et c'est la reconquête du Sénat. Mais moi, je pense, et c'est ma thèse, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi François Fillon, je pense que celui qui peut nous faire gagner les futures présidentielles est aussi celui qui nous fera gagner les municipales. Donc ce sont des primaires ce soir. Non, mais parce que pour gagner les municipales, il faut faire 50%. Pour faire 50%, il faut aller chercher les électeurs du FN et il faut aller chercher les électeurs du centre. Il faut rassembler. Le rassembleur de la droite, il s'appelle François Fillon. Le point de rassemblement de toutes les droites, il s'appelle François Fillon. Mais si vous vous mettez à la place d'un électeur de droite, je ne parle pas de vous parce que c'est une évidence, mais les gens qui nous écoutent, au fond, ce qu'ils veulent, c'est exactement comme en Grande-Bretagne, il y a un champion face à ceux qui sont au pouvoir. Oui. Et donc, si vous leur dites simplement il va être président de l'UMP, il va s'intéresser aux municipales, ça ne va pas les mobiliser énormément. Ce qu'ils veulent, c'est un champion qui dise clairement moi, le pouvoir en France m'intéresse, Nicolas Sarkozy a été battu, je tenterai ma chance la prochaine fois. Et c'est peut-être ça qui fera la différence entre les deux. Oui, mais moi, je ne fais pas tellement de politique fiction, je ne me projette pas en 2016 parce qu'il y aura un nouveau rendez-vous à l'UMP en 2016 qui seront des primaires ouvertes et où on choisira notre candidat. C'est évident, et il faut une petite minute de sincérité, c'est évident que celui qui prend l'UMP, la tête de l'UMP aujourd'hui, prend date pour 2017, qu'il s'appelle Jean-François Copé, qu'il s'appelle François Fillon. Vous parliez des conceptions de la droite tout à l'heure. Je voudrais vous poser une question sur Jean-François Copé qui a dit dernièrement qu'il y avait un racisme anti-droite, anti-militant de droite. Vous le constatez tous les jours, ça aussi, un racisme anti des militants de droite? D'une manière générale, c'est difficile de militer dans notre pays. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réhabilite l'engagement militant. Parce qu'on a une image très négative des partis politiques, alors qu'ils sont le sel de la démocratie. Et est-ce qu'il y a un racisme anti-droite aujourd'hui? C'est pas facile forcément d'être militant et militant de droite parce que effectivement les Français n'ont pas une bonne image des partis politiques. C'est aussi ce qui se joue ce soir, l'image d'un parti politique. Qu'est-ce que va proposer François Fillon? Il va proposer un plan de redressement national. Il va vous parler d'économie, il va vous parler de la nation française, il va vous parler de l'avenir européen, il va dessiner un avenir pour la France et il va montrer que la politique du gouvernement aujourd'hui est complètement
à courte vue et emmène la France dans une impasse économique et sociale. Et quand Jean-François Copé dit que le recul du gouvernement, notamment sur le droit de vote des étrangers, c'est grâce à lui, vous en pensez quoi? De toute façon, sur le droit de vote des étrangers, le gouvernement n'a pas la majorité des 3/5. Donc ce projet ne passera pas. Quelle est la situation de François Hollande? Soyons lucides. Comme il n'a pas de réponse aux difficultés économiques et sociales de la France, comme il est en train d'entraîner la France sur la pente du déclin, eh bien, pour rassembler son camp, il va sur des sujets de société clivants. Le mariage des couples de même sexe, le droit de vote Et qui des vous gêne étrangers, aussi, quand même. l'euthanasie. Oui, mais on voit bien qu'en faisant ça, il prend un risque terrible, celui de cliver encore plus une société très fragile qui a besoin d'être Après, ils ne rassurée. sont pas d'accord entre eux là-dessus, parce que Manuel Valls, par exemple, sur le droit de vote des étrangers, a dit que c'était pas une urgence. Semble-t-il, vous dites c'est un rideau de fumée qu'ils sont en train d'installer. Mais c'est bien sûr, C'est un rideau de fumée qui s'installerait aussi à l'intérieur de leur propre camp. Mais non, mais c'est une stratégie de l'esquive et c'est aussi une stratégie visant à faire monter les extrêmes. Et nous devons absolument lutter contre cela. Et je peux vous poser une question à caractère historique, parce qu'on a tous de la mémoire. Finalement, les difficultés qui sont décrites dans les journaux ce matin et qui sont réelles du gouvernement, ça nous rappelle le début de la gauche en 80, où il y avait les mêmes contestations de Pierre Mauroy, les mêmes différences idéologiques entre les différentes fractions de la gauche, Jean-Pierre Chevènement, etc. Et Mitterrand, il a été réélu 2 fois. Alors vous me direz, il y avait la cohabitation. Est-ce que vous êtes certain de faire une bonne appréciation justement de la situation politique? Je vous rappelle qu'après 2 années de Mitterrand, la France était dans le mur et que Mais il y a eu un tournant de la rigueur. Ouais. Et qu'ils ont perdu les élections d'après. Et qu'on était en septennat, Monsieur Durand. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il y avait une cohabitation. Aujourd'hui, nous sommes en quinquennat. Au bout de 5 ans, il y a une élection présidentielle. Et j'espère que nous allons la gagner. Et est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une dissolution pour remobiliser son camp? Parce que ça pourrait être un... Est-ce que vous croyez que c'est un schéma qui peut exister? Est-ce que vous vous rendez compte? Je dis ça, ils ont été élus il y a à peine 6 mois, c'est absurde. Mais c'est dingue, cette question. Non, mais je vous pose la question à vous, c'est normal de se la poser. Non, mais ça veut dire que vous considérez qu'au bout moi, de je 6 considère mois... pas, je vous pose la question. Si, vous considérez implicitement qu'au bout de 6 on mois, ce n'est pas gouvernement est totalement décrédibilisé à tel point qu'il devrait s'autodissoudre c'est pour ce qu'a pouvoir fait Jacques retrouver Chirac en un second 97. souffle. Mais c'est ce qu'a fait Jacques Chirac en 97, après les événements de 95. Écoutez, oui, mais en C'est pas 95, une spécialité de la gauche. En 95, je ne pense pas que les commentateurs, au bout de 3 mois de gouvernement de Jacques Chirac, considéraient déjà qu'il valait mieux qu'ils se sabordent pour l'intérêt général du pays. Michael Zamès. Valérie Pécresse, je n'oublie pas que vous êtes une élue d'Île-de-France. Il manque de l'argent pour le Grand Paris, ce grand projet du Grand Paris. Est-ce que vous estimez que l'État, aujourd'hui, veut la peau de ce Grand Paris? Moi, je crois que aujourd'hui, le budget 2013 présenté par le gouvernement, c'est la mort annoncée du Grand Paris. Et moi, je veux faire plier le gouvernement sur le Grand Paris. Je veux qu'il mette ce milliard. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'emploi en Ile-de-France. Derrière, il y a le développement de la France entière, puisqu'il y a des projets aussi importants que le projet du plateau de Saclay. Nous sommes en train de voter aujourd'hui... Il paraît qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise. Mais vous voyez bien que ce gouvernement fait les mauvais choix économiques. Au lieu d'avoir le courage de couper les dépenses de fonctionnement, de diminuer le nombre de fonctionnaires, parce qu'il n'a pas ce courage, il va couper les dépenses d'investissement qui doivent créer l'emploi demain, qui doivent faire de la région Île-de-France une région capitale qui tire la croissance de la France Ils vont dire que c'est un entière. projet Sarkozy. C'est exactement ce qu'a fait Aurélie Philippetti pour les grands projets. Dire c'était un projet Non, Sarkozy. Monsieur Durand, parce que la différence, c'est que Jean-Paul Huchon et la région Île-de-France ont adopté le projet de Nicolas Sarkozy. Et moi, je suis pour la captation d'héritage, tenez, pour une fois. Nous avons voté à l'unanimité, avec Jean-Paul Huchon, avec les socialistes, une demande instante au gouvernement de François Hollande de nous donner ce milliard. Je vous le dis, on va construire 70 000 logements en Île-de-France par an. On veut créer 28 000 emplois en Île-de-France par an. C'est le projet de schéma directeur qu'on vote aujourd'hui à la région Île-de-France. S'il n'y a pas les transports, c'est l'embolie, c'est l'asphyxie. Et je le dis à tous les automobilistes et à tous les usagers du RER qui nous écoutent ce matin. Dernier point, le chômage. Pardonnez-moi, il nous reste 1 minute. C'est vrai qu'il est au plus haut. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, Montebourg va revoir Varin. On a quand même le sentiment, pardonnez-moi, qu'il y a une certaine forme d'impuissance des politiques par rapport aux industriels. Je me souviens du livre de Camille Pascal qui vient de sortir, où il raconte une colère apocalyptique de Nicolas Sarkozy, justement, contre les dirigeants de Peugeot, quand il apprend ce qu'on est en train de vivre. Donc est-ce que vous avez le sentiment, avec cette affaire du chômage, que vous pouvez encore quelque chose? Je parle de vous, global. C'est-à-dire pas la gauche ni la droite. Mais bien sûr qu'on peut quelque chose. Regardez l'Allemagne.
L'Allemagne, il y a 10 ans, était dans la même situation que la France. L'Allemagne, ils se sont serré la ceinture, ils ont dépensé moins, ils ont travaillé plus, ils ont assoupli le droit du travail. Et aujourd'hui, l'Allemagne est l'économie l'une des plus compétitives du monde. Donc il n'y a aucune fatalité au déclin de la France. Il n'y a aucune fatalité aux plans sociaux. Simplement, il faut aller radicalement dans une politique de compétitivité. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, du triplement du crédit impôt recherche. On a triplé les projets d'investissement en France des centres de recherche étrangers. Et aujourd'hui, que fait François Hollande? En stigmatisant les entrepreneurs, en taxant ceux qui innovent et ceux qui créent, en disant la réussite c'est pas bien, j'aime pas les riches. Quel message envoie-t-il à tous ceux qui veulent investir dans notre pays? Quel message envoie-t-il aux Français qui ont envie d'avoir un portefeuille en actions quand il dit il faut taxer le capital? Moi je crois qu'aujourd'hui, c'est très simple, les signaux sont au rouge et j'ai vu hier, dans un meeting, puisque je suis tous les soirs en meeting avec François Fillon, des jeunes qui nous ont dit « Est-ce que vous croyez qu'on a un avenir dans notre pays ?» Valérie Pécresse, notre invitée ce matin, donc avec Mickaël. On se retrouve évidemment demain. Bonne journée à vous. Bonne journée, dans un instant, donc le rappel des titres, le portrait de challenge, la revue de presse, avec beaucoup